Monsieur le ministre, messieurs les ministres, messieurs les walis et représentants régionaux, merci, honorable assistance, monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de développement logistique. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être... ça marche, c'est moi qui parle un peu plus... Très heureux d'être parmi vous, dans une salle comble, dans un hôtel comble, pour un événement qui marque l'avènement et le début de la concrétisation de ces zones logistiques tant attendues par les opérateurs. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un panel de haut calibre composé d'acteurs locaux, d'acteurs nationaux, d'opérateurs économiques d'importance pour discuter justement du rôle central que joue une plateforme logistique multiflux dans un territoire, mais aussi au niveau de la compétitivité nationale. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Si Mohamed Talal, donc vice-président de la Fédération du transport et de la logistique, mais pas que, président aussi de la Voie Express qu'on ne présente plus. Comme tu veux. Monsieur Jamal Diouani, président du groupement des collectivités territoriales du Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine. Monsieur Ali Tiazi, président exécutif de la Fédération Tijara. Monsieur Adil Bahi, directeur de la stratégie, du pilotage et de la coordination des transports au niveau du ministère du Transport et de la Logistique. Et enfin, Madame Kinza Gassib, donc directrice générale du Centre régional d'investissement du Souss Massa. Bonjour Cyril. Comme vous voulez. Merci d'applaudir nos panélistes. L'objectif de ce panel, c'est vraiment d'explorer ensemble comment la zone logistique de l'Qli'a Ait Milloul peut être un levier d'attractivité, d'emploi et de compétitivité logistique. Donc la logistique aujourd'hui, comme on a pu le voir tout au long des différentes interventions, est bien plus qu'un secteur support. C'est aujourd'hui vraiment un outil stratégique d'aménagement du territoire. Donc je vous propose de structurer cette intervention autour de 4 axes. Donc la première, c'est vraiment, d'un point de vue, reposer un peu le cadre national et régional de ces zones logistiques multiflux. La deuxième, ça va être d'explorer un peu les apports économiques spécifiques de la zone logistique multiflux Qli'a Ait Milloul. Troisième chapitre de cette intervention sera autour de la diversification et des secteurs d'avenir. Et enfin, le dernier, on ne peut plus aujourd'hui parler de logistique sans parler de logistique et d'aménagement durable. Donc, ma première question va s'adresser à Sidi Diouani et à Sibahi. Donc aujourd'hui, comment la stratégie nationale pour la compétitivité logistique se décline-t-elle spécifiquement au niveau de la zone logistique, au niveau de la zone de la région Souss Massa? Donc tout d'abord, Sibahi, si vous pouviez nous apporter peut-être vos éclairages, et nous continuerons avec Sidi Diouani pour un regard beaucoup plus régional. Marche pas. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de participer à ce panel. Seulement par rapport à cette question en particulier, je pense que beaucoup d'éléments de réponse ont été déjà avancés, que ce soit au niveau de la vidéo de présentation, du discours de Monsieur le ministre, de la présentation de très bonne qualité qui a été faite par Monsieur le directeur général de la MDL. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être faire reculer un petit peu le zoom un peu plus en arrière
un peu plus également dans le passé, lorsque au début des années 2000, à l'ère de la mondialisation qui s'accélérait, donc il y avait un choix qui était fait, un choix stratégique, je veux bien dire, par notre pays, sous la vision éclairée de Sa Majesté, celui de l'ouverture. Et donc l'ouverture sur des marchés internationaux, sur des partenaires commerciaux internationaux, exigeait bien sûr une compétitivité économique forte. Et quand je dis compétitivité économique, c'est pas que la compétitivité logistique. La compétitivité économique, c'est un sujet vraiment beaucoup plus large. Et compétitivité économique sous-entend, bien sûr, la compétitivité logistique et donc la réduction des coûts. Et c'est dans ce sens que plusieurs projets, réformes, stratégies ont été mis en place, en l'occurrence la stratégie de développement de la compétitivité logistique, mais également dans le package, le développement des infrastructures, la modernisation des infrastructures, les ports, les autoroutes, les connexions ferroviaires, et aussi les réformes qui ont accompagné tout ça. Je citerai peut-être la réforme portuaire, la libéralisation du transport de marchandises par voie routière. Et donc tout ça, c'était des éléments, des composantes importantes par rapport au sujet de la logistique. Mais bien sûr, pas que, parce qu'il y a d'autres sujets tout aussi importants dans cette histoire de compétitivité économique, celui bien sûr de la réforme fiscale, de l'amélioration du climat des affaires, l'attractivité des investissements, la formation aussi. Et je pense que tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire, que ce soit ici au Maroc ou à l'international, que notre pays a atteint beaucoup des objectifs qu'il s'est fixés par rapport à cela. Et les résultats, à titre d'exemple, je vais dire le développement d'une industrie automobile forte et compétitive au Maroc. Et justement, aujourd'hui, on a Renault, on a Peugeot, Aknetra, et ces grands industriels automobiles ont choisi de s'installer au Maroc parce qu'il y a des incitations fiscales et douanières, parce qu'il y a un cadre d'investissement propice, parce qu'il y a une stabilité qui donne de la visibilité à long terme, parce qu'il y a des ressources humaines, il ne faut pas l'oublier, qualifiées, qui peuvent travailler dans ces usines. Il y a une logistique qui permet de s'approvisionner en matières premières de façon, c'est-à-dire optimale. Et bien sûr, il y a, on va dire, cette connectivité facile avec le port de Tanger-Med, qui est la porte de sortie pour exporter en Europe. Et donc, malgré tout ça, même si c'est fabriqué au Maroc et le marché, c'est en Europe, ces produits-là restent très compétitifs grâce à la combinaison de tous ces éléments-là. Et dans la stratégie logistique, donc, c'est une vision nationale, mais qui trouve son déploiement dans les territoires, comme à Tanger, comme à Casablanca, comme à Knetra. Et Agadir n'est pas en reste. Aujourd'hui, le Qléa, c'est le premier projet qui va voir le jour. La question qui se pose est, vous avez sous-entendu, c'est peut-être pourquoi ici. Eh bien, la réponse est simple. Je pense qu'ici, il y a un potentiel économique très important. Il y a un tissu industriel assez dense. Il y a une connectivité forte, autoroutière, portuaire. Tout ça a été déjà cité. Il faut dire qu'ici, à Agadir, on a pu, pour sortir ce projet, surmonter un certain nombre de difficultés qu'on peine encore à surmonter. Par ailleurs, ces difficultés en particulier liées à la mobilisation du foncier, la mobilisation des financements. Et il faut saisir aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à ça, parce que ça montre effectivement que la logistique, c'est un sujet transversal qui concerne beaucoup d'acteurs. J'ai cité des acteurs privés, mais le rôle des acteurs publics, pardon, mais le secteur privé a un rôle très important à jouer
à partir d'aujourd'hui dans la commercialisation de la zone et le développement de la zone. Et donc, je pense que c'est le premier dans une liste de projets qui vont venir, qui ont été présentés par ces Sharafi. Je ne vais pas revenir dessus, mais en conclusion, je pense que le projet de l'Qli'a n'est pas qu'un projet d'aménagement, n'est pas juste un terrain aménagé, c'est un maillon dans une chaîne. Et donc, il faut que ce maillon soit parmi les plus forts. Et pour qu'il soit parmi les plus forts, il faut bien sûr d'autres ingrédients à mettre en place. Bien sûr, les ressources humaines, la digitalisation, la simplification des procédures à l'investissement. Et enfin, pour conclure, je dirais que nous avons une recette ici au Maroc. On connaît une recette avec une logistique compétitive, une formation professionnelle importante, des incitations, un cadre de climat et une stabilité, donc grâce tout ça à la supervision de Sa Majesté le Roi. Sidi Wani, votre regard en tant que président des collectivités justement du Grand Agadir, comment accueillez-vous cette zone et puis comment la voyez-vous dans justement son implantation au niveau national? Merci beaucoup, Siadi. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. On va remercier les organisateurs, notamment le Logismed et toute son équipe. Et je suis très honoré de partager avec une belle brochette de personnalités ce panel et cet événement aussi, et de choisir la région Souss-Massa comme étant la 4e escale des régionales de la logistique. Je suis également amené à remercier Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, Serge Savat-Prieur, qui a toujours porté dans son cœur cette région, et aussi parce qu'il s'intéresse de très près à tout ce qui est lié au développement économique et social au niveau de la région. Mes remerciements vont aussi à Omar Hajira, qui a partagé avec nous aussi les ambitions du commerce extérieur pour les mois, les années à venir. Et c'est une très belle occasion d'amorcer à nouveau une nouvelle dynamique de la logistique au niveau de la région. Mes remerciements vont aussi aux opérateurs privés, à nos invités en dehors de la région de Souss-Massa, de gros investisseurs qui sont parmi nous, et ça nous fait extrêmement plaisir de faire confiance à cette région. Mes remerciements vont aussi à tous les représentants des administrations, les directeurs généraux, sans oublier le maître de cet orchestre, c'est Sam Sharafi, à qui j'aurai un très grand hommage à la tête de l'AFDL, qui a insufflé une vraie dynamique au niveau de la logistique, au niveau national, et qui a suivi de très près aussi la réalisation de cette zone logistique, première au Maroc en tout cas, et ça c'est un honneur, et à toutes les équipes de l'AFDL. Mes vifs remerciements vont aussi aux médias et à toute l'assistance. Par rapport au sujet, donc, la logistique au niveau de la région Souss-Massa ne date pas, la réflexion par rapport à la logistique et la compétitivité de la région au niveau de la logistique ne date pas d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai une expérience personnelle. En 2011, il y avait une première réflexion qui a été déclenchée par quelqu'un qui n'est plus, c'est Nazir Khalil, qui était directeur du CIRI, avec une belle brochette aussi de personnalités qui étaient engagées pour la mise à niveau de la logistique au niveau de la région, notamment c'est Haj Dor Saïd, je ne sais pas est-ce qu'il est encore parmi nous, qui est aujourd'hui le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des services. Il y a aussi la wilaya à l'époque, c'est l'Ouali Zello. Il y avait le président de l'université Ibn Zor qui était Omar Halli. Donc il y avait un certain nombre d'acteurs publics et aussi privés de CGM. À l'époque, j'étais vice-président de la CGM chargé du climat des affaires. Donc, et Sifo Ad Harj était aussi parmi les initiateurs.
Et ça fait grand plaisir aujourd'hui de voir la réalisation de quelque chose qui est commencé il y a une quinzaine d'années et qui a abouti à la création de ce qu'on appelait le Logipôle, donc le cluster Ouais, de logistique, tout à fait. hein, au même titre que Agropole à l'époque et Aliopole, et qui a vu le jour quelques années après, présidé par Fatima Gourma dans un premier temps, et aujourd'hui par M. Edi, je pense, c'est le président de ce Logipôle qui a été soutenu par le Conseil régional. Et là aussi, je voudrais remercier le Conseil régional et son président pour l'appui donné à cette structure. Alors, l'idée, c'était quoi? C'est qu'on ne peut pas aller en compétitivité logistique sans trois acteurs principaux, les institutionnels, les opérateurs privés et la recherche académique scientifique. Donc, il a fallu ramener à table les trois opérateurs pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, entre-temps, le chemin s'est fait, chemin faisant, en fait, plusieurs structures ont été mises en place, plusieurs actions ont été mises en place. Le choix du terrain a pris plusieurs années, le choix donc des opérateurs, etc. Et donc, aujourd'hui, ce n'est que la consécration de tout un effort qui a été fourni au niveau régional et appuyé par les instances nationales, notamment à travers la MDL. Moi, ce que je aussi veux dire par rapport à cela, c'est que en 2011, on était classé 55 mondial au niveau de la compétitivité logistique. Oui, je me rappelle de ce chiffre parce que c'est un chiffre facile à retenir. On en est aujourd'hui à 22. Grâce à quoi? Principalement à Tangemed. Tangemed nous a rendu, comme nation, un service extraordinaire en matière de classement et d'avancée, et c'est une fierté et que tout le monde partage. Aujourd'hui, nous voulons aussi dupliquer ça au niveau des autres régions. Nous avons à la région Souss-Massa tous les atouts et toutes les possibilités, tout le potentiel pour devenir le deuxième hub au niveau national lié à la logistique, pour plusieurs raisons, rapidement. Premièrement, c'est la disponibilité des opérateurs. Il y a la moitié, ça a été confirmé par plusieurs intervenants, la moitié de la flotte terrestre, elle est de la région d'Agadir, si ce n'est pas la deuxième après Tanger. Et puis, il y a aussi 80% des exportations en agro-industrie sont liées à la région Souss-Massa. Et puis, trois, et ça c'est extrêmement important, la ressource humaine qualifiée, disponible, etc. Les technologies qui ont été adoptées par les entreprises locales, donc l'engagement des entreprises locales a aussi apporté un élément positif à cela. Et puis, nous avons aussi besoin de logisticiens nationaux qui ont une expertise avancée et que la région peut aussi tirer profit de Absolument. leur expertise et leur expérience. Et nous sommes ouverts à cela. Voilà. Absolument. Très bien. Merci. En tout cas, merci Sibahi, merci Sidi Ouani d'avoir reposé un peu cette zone logistique multiflux dans le contexte national et régional et comment est-ce qu'elle s'imbrique justement avec toutes les autres infrastructures de qualité existantes dans notre pays et comment est-ce qu'elles vont s'intégrer aussi avec les infrastructures à venir. On a parlé tout à l'heure du port sec, d'Agadir, etc. Maintenant, j'ai envie de rentrer un peu plus dans un ancrage vraiment zone logistique avec les impacts concrets. Et on a le plaisir d'avoir avec nous justement Madame Gassib, directrice générale du centre du CRI de Souss-Massa. La question va être assez directe. Quels sont les impacts économiques concrets de cette zone logistique multiflux à votre niveau? Comment est-ce que vous les estimez? Et nous aurons ensuite le regard croisé de Sid Tazi et de Sid Talal par rapport à cette même question. Voilà. Bonjour à tous, merci Hicham. Avant de répondre à ta question directe, je voudrais d'abord exprimer ma joie de faire partie aujourd'hui de ce très beau panel pour discuter d'un thème évidemment stratégique et d'actualité et surtout féliciter les organisateurs
d'avoir aussi choisi Souss-Massa comme 4e étape, ce qui montre évidemment le potentiel énorme de notre région. Donc bravo à vous pour cette belle organisation. Et donc pour revenir à la question, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, la région Souss-Massa connaît depuis quelques années une dynamique, un essor important, grâce notamment à des projets structurants. En témoigne le changement énorme qu'on peut constater en visitant que ce soit Agadir ou la région de manière générale. Et sans oublier l'impact évidemment économique de tous ces changements, notamment par l'offre, on va dire, attractive et compétitive que propose la région aux différents industriels, notamment en termes d'infrastructures industrielles. Et cette nouvelle zone logistique qui a été tant attendue, je peux le confirmer, au vu des énormes demandes qui nous parviennent au niveau du CRI. Nous avons, par exemple, à aujourd'hui recensé plus de 180 demandes, ce qui signifie que la zone logistique est déjà victime de son succès. Nous avons vu tout à l'heure quelques chiffres, 45 hectares équivalent à 29 lots. Ça va être difficile de pouvoir faire des heureux. Exactement. Mais j'ose espérer, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, une extension qui ne devrait évidemment pas tarder. Donc pour nous, cette zone logistique, comme je viens de le dire, va répondre en fait, à un vide et combler un vide énorme et surtout compléter une offre existante comme en termes d'infrastructures industrielles et donc là, une offre logistique qui est pour nous très, très stratégique. En termes de chiffres, pour revenir à cet impact économique direct, on l'a vu tout à l'heure, un investissement public de 350 millions de dirhams, Absolument. avec une estimation de 800 millions de dirhams d'investissement privé, qui est juste évidemment pas négligeable. Et on le sait évidemment, à la logistique, cette zone va pouvoir attirer de nouveaux investisseurs, ce qui signifie également création d'emplois, que ce soit direct ou indirect, notamment en termes de prévision. Nous avons 500 emplois directs prévisionnels et plus de 2000 emplois indirects. Et évidemment, ça va avoir un impact direct sur la dynamique économique et surtout confirmer la position de notre région en tant que hub économique au niveau national, mais aussi au niveau international et s'inscrire pleinement dans la vision royale. Merci Madame Gassib. Monsieur Tiazi, d'un point de vue vous en tant que président de Tijara, comment voyez-vous l'apport d'une zone logistique et si vous en avez un peu plus de précision spécifiquement sur la zone et la région de Souss-Massa? Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, c'est Ali Barada et c'est Mshrafi, pour cet excellent événement, cette 4e étape qui marque, je pense, un tournant intéressant dans le monde de la logistique. Je remercie aussi le ministère de la logistique qui fait un effort assez important pour montrer, en tout cas pour mettre à niveau le parent pauvre de la value chain, de la chaîne de valeur que nous avions pendant les dernières années. On avait investi beaucoup dans l'industrie, on avait encouragé l'industrie, on avait encouragé à établir un peu, rétablir l'infrastructure dont j'aimais donner un bon exemple, mais la logistique en interne était toujours un parent pauvre. Donc on sent un dynamisme assez marquant et bravo pour toute l'équipe qui travaille dessus. Alors pour revenir à Tijara, petite présentation sur Tijara. Tijara est une fédération
qui regroupe les, les distributeurs et industriels des produits, donc des métiers de produits de distribution des produits de grande consommation. Donc nous sommes très impactés par le volet logistique, clairement. Et c'est plus de 100 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel par rapport aux membres de la fédération. C'est 20 000 emplois. C'est plus d'une cinquantaine de membres de la fédération. Aujourd'hui, si on doit mesurer un peu les besoins, donc, clairement, Agadir s'inscrit comme étant un hub régional, mais pas que. C'est aussi un relais vers le sud, puisque toute l'économie, en termes de distribution, est tirée un peu vers le centre et le nord. Et donc, il y a un intérêt massif des membres de Tijara pour s'intéresser à cette zone logistique. Je trouve qu'on a entendu qu'il y a un engouement assez intéressant et vivement l'extension de la zone, puisque je pense que l'intérêt, il sera aussi au niveau de l'extension. Au risque de me répéter, donc pas besoin de dire l'intérêt en fait, que porte cette zone pour le développement régional et pour le développement du Sud. Nous sommes plus que, on va dire, intéressés en tant que fédération par ce développement. Mais on a quelques remarques. Donc, pour ne pas se répéter, on a besoin de créer des champions dans la logistique. Et on a besoin, au même titre que Tangemed, qui nous ramène à une compétitivité à l'international assez intéressante, à un classement assez intéressant, de se positionner aussi au niveau de la compétitivité locale, compétitivité au niveau interne. On doit aller chercher 4 à 5 points de compétitivité au niveau national. Aujourd'hui, une plateforme logistique dans les normes contribue à réduire la chaîne de valeur et à améliorer la compétitivité globale. Nous sommes une fédération qui fédère des distributeurs des produits de grande consommation. Donc, c'est des produits qui impactent directement le consommateur final. Et on considère que l'inefficience logistique aujourd'hui contribue à une surévaluation du prix réel de la marchandise, des produits qu'on met sur les rayons des étagères, de plus de 4-5%. Juste une inefficacité opérationnelle évidente. Donc, créer des hubs logistiques au niveau des différentes zones du royaume pourrait impacter positivement la poche des consommateurs directement. Donc, j'appelle à ce qu'on réfléchisse de manière assez orientée. Je parle des produits de grande consommation qui touchent tout le monde, à ce que ces zones logistiques, qu'on mesure l'impact de ces zones logistiques de manière réelle par rapport au coût final du produit. Et donc qu'on suive un peu, surtout avec cette tendance inflationniste, qu'on suive un peu la chaîne de valeur totale, de bout en bout, et qu'on mesure de manière très technique, parce qu'il n'y a pas plus simple, de manière très technique, le coût réel, le coût logistique. Et par conséquent, donc l'investissement dans le domaine de la logistique, dans la logistique doit être maîtrisé, et la MDL pourrait nous aider à produire une offre
qui va dans ce sens. Sitiazi, quelle est votre lecture et appréciation justement des éléments discutés jusqu'à présent? Merci mon ami Hicham. Tout d'abord, je voulais remercier Sia Ali et aussi Amin Brada pour l'organisation de cette étape. Mais surtout, depuis 25 ans, je crois qu'ils ont accompagné le secteur et ils ont construit des événements autour de ce secteur pour en faire la promotion. Alors là, moi, j'ai envie de m'adresser à Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de région. Je crois qu'il est temps de changer de langage. Les opérateurs logistiques sont partenaires de votre région et vous avez besoin de nous en tant qu'opérateurs pour améliorer la compétitivité socio-économique de votre région. Une région est en concurrence avec d'autres régions. Il faut améliorer sa compétitivité au niveau national pour pouvoir attirer des investisseurs et même attirer des citoyens pour qu'ils viennent habiter aujourd'hui dans la région d'Agadir. Et sachant que la région d'Agadir aujourd'hui a un potentiel qui est énorme puisque c'est une zone agricole, il faut qu'elle capitalise là-dessus, au même titre que Tanger, qui a beaucoup capitalisé sur l'automobile. Et la zone qu'on va aller voir cet après-midi, j'ai envie de dire, c'est insuffisant. C'est une goutte d'eau dans un océan. Il faut 4 fois plus dans cette zone. La zone de Saragosse, c'est plus de 800 hectares. La zone de Miramas, c'est 170 hectares minimum. Et ça, sans que la zone de Saint-Charles, je crois qu'on parle de 250 hectares à peu près, tu me corrigeras si Rachid, 250 hectares de zones de stockage de produits agricoles, frais positifs, frais négatifs. Et aujourd'hui, nous, toute notre valeur ajoutée, on l'envoie à Saint-Charles, elle est traitée de l'autre côté quand nous avons une production agricole régionale au niveau d'Agadir. Donc nous sommes partenaires avec les régions, nous sommes là pour améliorer l'attractivité de la région, nous sommes un des acteurs, il y a d'autres acteurs bien entendu, d'accord? Et dans le marketing de la région, il faut marketer la région. Quand vous allez au salon au CITEL, par exemple à Paris, vous avez les régions qui viennent se vendre au salon de la logistique. Nous sommes une région attractive, venez chez nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les élus comprennent cela. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui l'ont pas encore compris, ça va venir peut-être, mais c'est le moment d'y aller. Parmi les éléments, j'ai noté quelques points très rapidement. Stockage de sécurité en cas de sinistre. Quand il y a eu les tremblements d'Agadir ou la période de Covid, on a eu un stress au niveau du stockage. On n'a pas eu de zone de stockage, on a des problématiques pour stocker et pouvoir redistribuer derrière. Avoir une zone logistique performante et importante permet justement de résoudre ce problème. Vous avez également un deuxième point qui sont d'organiser les flux et de fluidifier les flux. Quand vous allez en ville, vous trouvez des queues de camions semi-remorques qui stockent pendant des dizaines d'heures, qu'ils attendent avant de pouvoir livrer. Ça, ce sont des flux, c'est des embouteillages, c'est de l'engorgement, c'est des coûts supplémentaires, parce qu'un camion à semi-remorque qui est à l'arrêt, ce sont des coûts d'immobilisation qui sont payés par qui au final? Par le consommateur. Et sans compter que pour les communes et les villes, l'entretien des voiries. Une voirie centre-ville, elle est carrossée pour des véhicules utilitaires, nos voitures. Elle n'est pas carrossée pour des camions semi-remorques de 40 tonnes. Une zone logistique est carrossée pour du 40 tonnes. La voirie est faite pour des 40 tonnes. Les ronds-points font pratiquement 120 mètres de diamètre pour pouvoir absorber justement ces semis. Quand vous avez des semis en ville, ils amorcent un rond-point et ils vous encombrent déjà le rond-point. Vous en avez 2, ils ont bloqué la circulation. Donc je veux dire, ça décongestionne la ville, ça améliore les conditions de vie et ça améliore la santé des citoyens parce que vous avez moins d'émissions de CO2. Vous avez également le contrôle des flux. Aujourd'hui, quand il y a un problème sanitaire, où sont les marchandises? Dans des dépôts clandestins ou dans des dépôts informels, dans des quartiers populaires, stockés dans des garages. Impossible de contrôler. Quand vous avez une zone logistique, il est très facile pour les autorités de faire une descente avec l'ONSA par exemple et d'aller contrôler les marchandises, la DLC, la DLP, est-ce que les conditions de stockage sont respectées ou ne sont pas respectées, et vous anticipez des problématiques sanitaires. Et vous avez un meilleur contrôle que nous n'avons pas aujourd'hui. Vous avez également la création d'emplois et l'amélioration des conditions des salariés. Ça a été dit par M. Ressan tout à l'heure, directeur général de l'AMDL, et on le remercie pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant parce qu'il a beaucoup avancé sur le contrat-programme. Vous allez massifier les flux, mais également les flux de personnes. Vous arrêtez le transport du personnel au lieu d'avoir des voitures individuelles. Aujourd'hui, les gens se déplacent avec des voitures individuelles pour aller vers leurs petits dépôts dans les zones industrielles ou alors dans les quartiers. C'est parmi les avantages que peut aujourd'hui avoir une région pour attirer les investisseurs. Maintenant, pour les entreprises, pour venir sur les entreprises, vous avez d'autres gains. L'amélioration de la compétitivité, l'achat d'opportunités. Aujourd'hui, vous avez un prix sur un marché parce que ça suit des coûts des matières premières qui varient dans le temps. Vous avez une opportunité pour acheter l'équivalent, j'ai une bêtise, de 150 conteneurs d'une matière première, parce que le prix est intéressant. Vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas où le stocker. Quand vous allez le ramener, où vous allez le mettre?
Impossibilité de faire un achat d'opportunité, impossibilité de faire d'achat groupé. 3-4 opérateurs qui décident d'acheter ensemble une matière première pour être très compétitif vis-à-vis d'un marché à l'export, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas où le stocker. Vous avez également la réduction du CAPEX. L'industriel, son métier, ce n'est pas de construire des entrepôts logistiques. Au lieu d'investir dans des bâtiments logistiques de stockage où il va être stockage monoproduit, il a intérêt à investir dans son outil de production, dans son marketing, dans ses marchés à l'export, et non pas dans des murs, sachant que ces murs, il sera rarement compétitif, à quelques exceptions près. Pourquoi? On va prendre les jus d'orange. Vous connaissez tous les jus d'orange, on consomme tous la asr de limon, Chaban, Ramadan, et juillet, août quand il fait chaud. C'est 80% des ventes, 3 mois de l'année. Le reste de l'année, c'est 20% des ventes. Donc si vous avez l'entrepôt, vous allez le remplir pendant 3 mois, et pendant 9 mois, votre entrepôt va être chargé à 10%. Donc vous avez des coûts fixes qui vont tomber, et la rentabilité du bâtiment n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas votre métier. Vous avez besoin de stocker 1000 palettes, vous stockez dans une zone logistique, vous avez stocké 100 000 palettes, vous stockez dans une zone logistique, et vous payez le coût à la palette par jour stocké. Réellement ce que vous consommez. Vos charges variables suivent exactement vos flux. Et vous n'avez pas un coût fixe. Vous avez derrière, et je vais essayer d'aller plus rapidement parce que le sujet est un peu plus long, vous avez une réduction des coûts logistiques, notamment par, quand vous avez des dépôts intervilles, vous avez une zone logistique qui est ici, une zone logistique qui est à Casablanca. C'est quoi le problème du transporteur? On le vit tous les jours, tous les jours. Début du mois, il n'y a pas de chargement parce que nos clients ne font pas beaucoup de ventes. Et les 10 derniers jours du mois, c'est le rush. Tout le monde veut être livré parce qu'il y a des opportunités, il y a des systèmes de ristourne, de remise, parce que, tout ce qu'on voudra. L'entrepôt, c'est fantastique. Fin du mois, vous faites des livraisons client final, et début du mois, vous faites que des transports d'alimentation d'entrepôt à entrepôt. Donc début du mois, je transfère du stock de Casablanca, le stock de la région d'Agadir, et à la fin du mois, je sors du stock d'Agadir pour livrer en ville, en capillaire. Et là, ça permet à quoi aux transporteurs? Vous réduisez vos coûts parce qu'en fait, vous faites plus de rotation de véhicules, au lieu de faire 12, 13 voyages par mois, vous en faites 20, 22, 23, vous divisez vos coûts fixes par 23 et non plus par 13. Donc vous améliorez votre compétitivité en transport, vous réduisez vos coûts, et c'est au bénéfice du consommateur, pas du transporteur. Parce que nous avons tous le même impact. S'il y a une zone logistique performante, nous, en tant qu'opérateurs logistiques, nous en bénéficions tous. Et dans nos prix de vente, la concurrence fait que, justement, on va vendre à des prix compétitifs et on va se battre sur des marchés au bénéfice du consommateur, encore une fois. Et je voudrais corriger un petit détail, je vais arrêter ici à Hichem. J'ai entendu, le foncier logistique, c'est beaucoup de mètres carrés, ils consomment beaucoup de mètres carrés, pour ce que ça va rapporter, peu d'emplois au mètre carré. Et en plus, ils vont payer que peut-être 450 dirhams, j'espère qu'on paiera moins. Attendez, mais même si on paye 100 dirhams le mètre carré, moi je paierai 100 dirhams, si Tiazi paiera 100 dirhams, tout le monde paiera 100. Au final, on va répercuter ça sur le prix de vente. On ne va pas le mettre dans nos poches. Et puis, si les régions, vraiment, vous n'êtes pas contents parce que nous, on investit, eh bien, investissez pour nous. Faites des entrepôts pour nous et on viendra les exploiter. Construisez-les pour nous. Il n'y a pas de souci, on viendra. Le problème, c'est que personne ne va investir. Il y a des privés qui veulent investir, effectivement, mais ils cherchent une rentabilité, d'accord? Mais ça sera toujours par rapport au coût du foncier, mais pas que le foncier. Le coût du foncier, l'électricité que vous allez ramener, l'eau que vous allez ramener, ainsi de suite. Il faut que le coût du mètre carré qu'on va exploiter soit le plus compétitif possible au bénéfice du consommateur. Et j'arrêterai là. Je pense qu'on a beaucoup d'autres sujets potentiellement à traiter. En revanche, on vient d'entendre un appel, donc je vais peut-être prendre les 10 dernières minutes pour respecter le Jumu'ah, pour prendre des questions de la salle. Ah, bien sûr, Sidi Wani, allez-y, bien sûr. Non, bien sûr, je vous permets de... Oui, parce que j'avais cru qu'il y a une deuxième... parce que je n'ai pas parlé du groupement que je représente. Je vous en prie, pardon, allez-y. C'est le groupement des collectivités territoriales pour le transport et la mobilité urbaine du Grand Agadir, qui regroupe donc 18 communes par rapport au transport urbain. Donc il y a la partie transport par bus, etc. C'est ce qui est compétence des communes qui étaient transférées au groupement, mais il y a aussi la question de la mobilité. Bien sûr. Et donc il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau du groupement, à travers son bras armé qui est l'ASDL, la Société de développement local, qui a initié une grosse étude par rapport au PMUD, le plan de mobilité urbaine durable. Donc ça, c'est extrêmement important
pour identifier pour les 15 années à venir, donc c'est à l'horizon 2040, quel sera le schéma de la circulation, etc. Et ça interfère en tout cas avec la logistique, parce qu'il y a la logistique, il y a aussi la mobilité multimodale aujourd'hui dont on parle, et ça va donc dans le même sens de la compétitivité logistique, parce que moins les infrastructures sont utilisées par les voitures, etc., plus ils sont donc la vitesse qu'on appelle aujourd'hui la vitesse commerciale, elle est meilleure, elle permet une meilleure circulation et une meilleure compétitivité in fine logistique. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'important sur lequel on travaille, c'est que l'infrastructure aujourd'hui dans la région du Grand Agadir et qui est faite en partie routière, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% du commerce se fait par transport international. Donc 90%. Il y a 8% qui passent par le port d'Agadir. Donc on est une région où le transport terrestre est dominant. Donc l'enjeu pour les déviations, aujourd'hui on est sur une route qui est une voie express qui va relier la voie express Tiznit par l'autoroute de Marrakech, qui va contourner toutes les agglomérations, notamment Aït-Mellou, le Qlia, etc. Et aussi celle qui va au port de commerce directement. Et ça, c'est extrêmement important parce que tous les véhicules de transport de marchandises ne seront plus un handicap pour la circulation interurbaine et vont gagner en matière d'énergie, d'environnement aussi, d'empreinte carbone et tout ce qui va. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire et qui va voir le jour dans les mois à venir. Il va aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le PDU, le plan de développement urbain d'Agadir, qui est initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc, toutes ces infrastructures devront normalement faire en sorte de gagner des points en termes de circulation meilleure, de mobilité, de fluidité et de compétitivité logistique. Merci. Oui, c'est Tiazi. Oui, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ce que je voulais dire, c'est que au niveau logistique, le coût des plateformes logistiques, le coût de réalisation des plateformes logistiques doit être intégré comme un élément important. Et pour réduire ce coût, l'élément hauteur, on est aujourd'hui souvent confronté à une réglementation qui ne tient pas compte des besoins logistiques, enfin des besoins des opérateurs logistiques. Sur certaines zones, la hauteur de 12 mètres, c'est le maximum. On n'a pas la possibilité de faire plus. J'ai visité quelques plateformes logistiques en Europe. On a même des 32 mètres de hauteur, gérées avec des transporteurs de palettes de 32 mètres. C'est du black box, même avec des opérations automatisées. 17 mètres ou 18 mètres au lieu de 12 mètres, c'est déjà 33% de position palette gagnée. On est en train de négocier et de voir comment on peut améliorer le coût au mètre carré, mais on oublie que ce qui nous importe, c'est le coût opérationnel, in fine, de la position palette. On raisonne position palette, nous, logisticiens. Donc, il faut qu'on intègre un peu les doléances des opérateurs de manière un peu plus orientée coût final pour qu'en fin de compte, on se retrouve avec les standards au niveau international. Donc, le standard à l'international, je ne pense pas qu'on soit au 22e rang. C'est le classement qui est un peu biaisé par la performance de Tangemed. Mais si on intègre juste, nous, on a en face de nous quelques opérateurs des multinationales qui comparent le Maroc à d'autres pays similaires, à l'Égypte, à Tunisie, à des pays similaires au Maroc. On est pratiquement double du coût de la distribution.
Et donc, c'est quelque chose qu'on doit intégrer comme élément fondamental pour aller chercher la compétitivité orientée coût et prix final. Alors, pour terminer, les membres de la fédération sont engagés sur les 3 années à venir à investir plus de 2 milliards de dirhams sur dans des plateformes logistiques. Donc, à bon entendeur, salut. Et sur ce, je termine ma intervention. Une seconde. 2 petites secondes. Je ne sais pas si on se rend compte du risque de souveraineté qu'on a. Je vais vous donner 2 exemples. Le jour où Nasser a décidé de fermer le canal de Suez, eh ben, les délais d'acheminement des marchandises ont pris, Rachid, tu me corriges, 7 ou 8 jours de plus, je crois, c'est bien ça. Plus, ils ont pris combien? 1 mois? 15 jours. 15 jours de délai. Ça veut dire que les usines ont eu des ruptures dans leur production. Parce qu'il n'y avait pas de tampon de stockage. S'il y avait eu un tampon de stockage, on aurait pu observer ces 15 jours. Le président américain, je pense que vous avez tous suivi, a décidé d'augmenter les droits de douane sur les exports. Le Maroc, alhamdoulilah, on était à 10%, l'Europe à 35%. Attends, du jour au lendemain, une décision est venue torpiller tous les accords de libre-échange. Ça remet en cause tous les exports d'une entreprise exportatrice. Le temps qu'elle réagisse, il faut qu'elle puisse stocker ses marchandises pendant quelques jours en attendant que les problématiques géopolitiques se résolvent. Sinon, vous jetez tout à la mer parce que vous n'avez pas où les stocker. Il faut des emplois de stockage frais positifs, frais négatifs, le temps que la problématique politique se résolve. Bon, effectivement, là, le président a gelé pour l'instant les droits d'homme pour 90 jours. Mais supposons qu'en 90 jours, le problème n'est pas réglé. Nous, alhamdoulilah, on est à 10% pour l'instant. Donc ça veut dire qu'au contraire, ça nous rend plus compétitifs à l'export vers les États-Unis par rapport à l'Europe qui est à 35%. Donc on a un delta de 25% déjà. Mais ça aurait été l'inverse. On perdait le marché américain. On fait quoi? Le chef d'entreprise qui est dans la région d'Agadir, qui fait de la production de confitures, eh bien, il doit prendre son cartable et partir en Europe chercher de nouveaux marchés. Il faut qu'il le trouve rapidement. Mais ce temps qu'il trouve ces nouveaux marchés, il faut qu'il puisse stocker sa production parce qu'il a des employés à payer, il a des salaires, il a des matières premières, il a des marchandises, des produits agricoles qu'il a achetés qui sont stockés chez lui et qui vont être périmés bientôt. Donc attention, il y a une véritable problématique de souveraineté et pour être attractif dans une région, il faut offrir également ces sécurités aux entreprises. Apple qui a essayé de rapatrier 600 avions cargo, exactement, pour justement pallier aux risques actuellement prévus. Il faut trouver où les stocker. Bon, en l'occurrence, ils les rapatrient aux États-Unis, donc ils ont quand même un petit peu de. Je voudrais revenir. Oui. Je voudrais peut-être revenir sur un point qu'on a rapidement balayé et qui est très intéressant à la lecture de ce que vous disiez, Sidi Wani, entre l'interaction d'une zone logistique multiflux et justement cet aménagement du territoire. Et notamment, on l'a entendu tout à l'heure de la part du directeur général de l'AMDL, M. Mshrafi, l'avènement aussi, ce n'est que. Ça va finir par arriver. L'avènement du e-commerce. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut justement, même si on n'a plus à le démontrer, mais comment est-ce qu'on peut évaluer cet apport justement de ces zones logistiques multiflux par rapport à cette structuration du territoire et des vagues qui vont nous taper dans pas longtemps. Oui. Je sais aujourd'hui que le e-commerce prend de plus en plus de la place, bien évidemment, et depuis la fameuse période de coronavirus, on en a vu de plein de... On sait aujourd'hui que 50% des ventes des shampoings se fait par e-commerce dans le monde. Donc c'est une tendance. Sauf que dans le e-commerce, on est dépendant principalement des dépôts de proximité. Donc il faut qu'il y ait des entrepôts de proximité. C'est ce qui a été fait à travers l'Europe, aux États-Unis, un peu partout.
On sait aujourd'hui qu'on n'est plus dans une logique de zéro stock, qui a un paradigme qui a duré au moins 40 ans. Donc, les entreprises voulaient donc gagner sur tous les plans, y compris sur la gestion des stocks. Après Covid, on n'est plus dans cette logique. On n'est plus dans la logique du monosourcing. On n'a plus le droit d'avoir un seul fournisseur parce qu'à n'importe quel moment, on peut se voir donc, avec les relations bilatérales ou multilatérales qui peuvent être altérées par un événement qui est hors de portée. Et donc, les entreprises ne peuvent plus avoir ce luxe de ne pas avoir un minimum de stock, un stock stratégique. Et aussi pour les États, on en a vu pendant la période de Covid. Par rapport au e-commerce, il s'impose, par sa nature. Maintenant, s'il y a un flux de produits, parce que dans la plupart du temps, on est dans une logique de flux de produits. Donc, il finit par un produit qui est livré, donc il suit la même. Sauf que la massification et l'organisation, la tendance serait. D'ailleurs, il faut qu'on pense dans les aménagements. Vous avez parlé dans la conception, des aménagements du territoire, notamment au niveau des agences urbaines, qu'ils prennent en compte rapidement, ça a été dit par Monsieur le ministre des Transports et de la Logistique, qu'ils soient pris dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que quand on fait des conceptions d'extension des villes, des communes voisinantes, etc., qu'il y ait toujours cette zone qui est dédiée donc à une logistique de proximité, pas forcément des zones logistiques de grande envergure, mais qu'ils puissent être donc à proximité de ces villes. Il y a aussi un élément important au Maroc qui est une spécificité. Vous avez parlé de commerce de détail. Nous savons aujourd'hui au Maroc que nous avons 80% de commerce sont des détaillants. Les grandes surfaces ne commercialisent que 20% des ventes. Et un commerce de détail, c'est des quartiers, etc. Donc, la réflexion, elle est là. Donc, l'optimisation, elle est de rigueur, parce qu'on ne peut pas se permettre, d'ailleurs, de rajouter le coût de la logistique au coût de production qui est déjà, donc, sur lesquels il y a déjà des défis importants. Mais ce qui est en train de se faire va dans le sens de ce renforcement de compétitivité logistique qui est un levier extrêmement important pour la compétitivité générale des entreprises marocaines. Merci. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, dernière réflexion avant de prendre quelques questions de la salle? Oui. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Sitazi tout à l'heure. Parce que j'aimerais vraiment qu'on en prenne conscience. Il n'y a pas d'entrepôt de 20 mètres, de 30 mètres de hauteur. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les élus voient la logistique ou une zone industrielle comme du mètre carré. Nous, les logisticiens, on ne voit pas ça comme du mètre carré. On voit ça comme un outil de production. Pour nous, un bâtiment logistique, c'est un outil de production. Je vous donne un exemple. Proposez-moi un terrain à 110 dirhams le mètre carré, mais je peux construire que 5 mètres de hauteur, avec un cost de 30%, avec des pompiers qui sont à 40 km, donc je dois investir dans des bassins de stockage d'eau, avec un système de RIA pour l'incendie, je dois ramener l'électricité, je dois ramener la téléphonie. Ça ne m'intéresse pas. Même à 110 dirhams le mètre carré. Même donné. On ne le prend pas. Parce que les coûts supplémentaires qu'on doit mettre en place sont beaucoup trop importants. Et deux, le bâtiment, je vais dire une bêtise, même pas une bêtise, c'est la réalité, sur un 10 000 m² aujourd'hui, nous, logisticiens, sur un bâtiment de 13 mètres de hauteur, on arrive à stocker quelque chose comme l'équivalent de 8 400 palettes, sans rentrer trop dans le détail. Vous descendez des bâtiments à 6 mètres de hauteur, je descends à 4 000. De 4 000 à 8 000, je divise mon coût par deux. C'est-à-dire que la palette stockée, on va dire 70 dirhams, comme ça demain on ne dira pas pourquoi, 70 dirhams, demain on vous la fait à 35. Donc le pot de confiture, son coût logistique va être divisé par deux. Donc il y a lieu de vraiment travailler sur justement les notes des agences urbaines avec les opérateurs pour définir quelles sont les conditions des bâtiments logistiques que nous devons avoir dans chacune des régions. Parce que deux bâtiments ne se ressemblent pas en fonction des activités. Quand on fait de l'automobile, du câblage, ce n'est pas de l'alimentaire, ce n'est pas des produits PGC, ce ne sont pas des produits industriels, ce n'est pas du tout les mêmes types d'entrepôts.
Et on doit le travailler ensemble. On a vu apparaître les zones I8. On parle I8, zone, bâtiment logistique. Oui, mais allez jusqu'au bout. Arrêtons le cahier des charges de ces bâtiments logistiques. Mettons-nous d'accord et rendons compétitif ce bâtiment. Merci, Si Mohamed. On prend quelques questions de la salle. Premier qui se lance. Compliqué, hein. Vous avez été très clair. C'était très clair. Pas de questions? Last chance. Non? On viendra avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. On viendra avec grand plaisir. Merci beaucoup à nos panélistes. Les élections, c'est bientôt. Pensez à nous pour... Non, on ne se présente pas, je rigole. En tout cas, j'espère que cet exposé qui se voulait le plus succinct et en rentrant, en faisant quelques zooms, vous a permis de mieux apprécier l'apport d'une zone logistique au sein d'une région, permettre à nos amis du CRI de valoriser encore et d'attirer plus d'investisseurs, parce que c'est un atout majeur pour une région, nous permettre effectivement de désengorger nos villes, l'avènement aussi de nouvelles industries, et puis permettre à nos amis logisticiens de continuer de performer pour réduire et au service du consommateur. En tout cas, merci à tous. Et puis, bonne continuation. Voilà, s'il vous plaît, une photo souvenir du panel. Et merci d'être resté avec nous. J'espère que cette grosse matinée a répondu à vos attentes. En tout cas, nous, en tant qu'organisateurs des rencontres régionales de la logistique, on est très satisfaits d'avoir en fait atteint les trois objectifs fondamentaux de ce concept, à savoir de donner la parole aux acteurs locaux, publics et privés, mais aussi de développer des réflexions et des recommandations, et enfin d'offrir des opportunités de rencontres et pourquoi pas de business. Voilà, nous allons vous inviter à un cocktail déjeunatoire. On vous donne rendez-vous, en tout cas pour ceux qui veulent être présents à la cérémonie officielle de la zone de Qli'a, directement sur la zone. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah.